Écoutez, je suis ravi que vous soyez là ce matin. On va parler de d'OKR, qui est une méthode qui date un petit peu maintenant, qui n'est pas encore très très répandue dans toutes les entreprises, qui commence à être assez connue dans le milieu startup, mais qui finalement peut s'appliquer à pas mal de choses, pas mal de types d'entreprises différentes, même pas mal de tailles d'entreprises. Et ça peut même s'appliquer quand on est un peu tout seul finalement. Donc c'est une méthode qui est plutôt intéressante euh, et qui va forcer à se poser des bonnes questions par rapport à son business et par rapport à ses objectifs et trouver la bonne façon de pouvoir déployer tout ça après dans son entreprise. Alors n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au fur et à mesure. J'ai prévu du temps pour qu'on puisse y répondre en cours de présentation. Et puis sinon, on pourra aussi en discuter en fin de présentation si besoin. Alors, juste pour me présenter rapidement, je suis Thomas, je dirige la société WeGoFast. Donc, WeGoFast, on est une agence avec l'objectif d'aider les entrepreneurs à développer leurs projets innovants et à les faire grandir en s'appuyant sur les meilleures méthodologies startup. J'ai passé 4 ans en fait au sein d'un incubateur qui s'appelait Incubator, qui était à Nantes et à Rennes. J'ai dirigé les deux structures de Nantes et de Rennes. J'ai accompagné à peu près une centaine de projets startup pendant ces 4 années. Avant ça, j'ai été entrepreneur, j'avais une entreprise, un espace de coworking sur Nantes, et j'ai fait aussi de l'accompagnement de PME pendant 4 ans, et j'ai été pendant 10 ans chef de projet et chef de produit dans une ETI industrielle. Donc j'ai navigué dans différents secteurs d'activité qui me permettent d'y retrouver des choses assez communes et en même temps très différentes. Et en même temps, c'est super intéressant parce que ça me permet de voir des outils qui sont transposables d'un secteur à l'autre, d'une activité à l'autre et qui peuvent avoir des résultats assez spectaculaires. Alors, une petite première question pour démarrer cette petite intervention, et là je vais vous solliciter. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Moi, je connais pas. Vous ne connaissez pas? Personne ne connaît? Eh ben, cette personne, c'est quelqu'un qui s'appelle Andy Grove, qui est un des trois cofondateurs d'une petite société qui s'appelle Intel, que vous connaissez sans doute, puisque vous avez sans doute utilisé leur microprocesseur dans un de vos produits depuis quelques années. Intel, c'est une boîte qui a été fondée en 1968, donc ça date un petit peu. Cette personne qui est plutôt un profil technique à la base, a un peu révolutionné la manière de manager au sein des entreprises et va permettre à Intel de passer de 3 personnes en 1968 à plusieurs centaines de milliers de salariés quelques années après. Et donc, il est parti de plusieurs postulats. Le premier, c'est que bah, les connaissances comptent moins que la capacité à réaliser des choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien entendre dans l'écosystème startup souvent. C'est que, en fait, ce qui compte souvent, c'est la capacité d'exécution des entreprises. Et donc, lui, il va essayer de développer une méthodologie qui va du coup favoriser l'exécution, qui va permettre d'accélérer l'exécution, notamment l'exécution de la stratégie. Et donc, il va développer une méthode qui s'appelait pas OKR à l'époque, qui avait un autre acronyme, mais qui était exactement sur ce principe-là, et qui va consister en fait à articuler deux choses, à articuler des objectifs et KR comme Key Results, des résultats clés qui vont permettre de mesurer l'atteinte ou pas de ces objectifs. Alors l'objectif, en fait, le principe, ça va être de donner une direction, ça va déterminer un peu l'ambition qu'on veut se fixer par rapport à l'entreprise, où est-ce qu'on veut l'emmener sur les prochains mois. Et puis les key results qui sont associés à cet objectif, c'est des résultats qui vont être mesurables, qui vont être construits de manière à déterminer si on a atteint ou pas l'objectif. Sachant qu'un objectif, pour être atteint, bah, il va falloir qu'on atteigne plusieurs key results. On va voir comment ça se construit juste après. Et du coup, cette personne-là, elle a un peu révolutionné la manière de manager au sein des entreprises. Intel a réussi à prendre une longueur d'avance sur tous ses concurrents de l'époque et a réussi surtout, ce qui est assez intéressant, à garder un pilotage de l'entreprise très souple, hyper agile, dans un contexte d'hypercroissance et avec des équipes très importantes.
ce qui est des fois difficile. Moi, je l'ai vu dans des plus grosses entreprises. Dès qu'on commence à passer certains caps en termes d'équipe, bah, on se retrouve avec une inertie assez importante. Et du coup, bah, on a du mal à impulser des choses, à faire, à déployer une stratégie. On se retrouve avec une lourdeur tout de suite qui est très importante. Et cette méthode-là, justement, elle va permettre de casser cette lourdeur. Alors ça, vous savez sans doute qui c'est, au moins celui de gauche. Désolée, je vois toujours pas moi. Non, personne ne voit qui c'est. Moi non plus, j'avoue que je vois pas qui c'est, Thomas. Alors celui de gauche, c'est un des fondateurs d'une petite société qui s'appelle Google. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Larry Page. Et la Ouais, personne c'est à Larry côté, Page. On m'a dit pas du tout. Voilà. quoi? J'ai dit, j'ai mis Larry Page, on m'a dit pas du tout, mais je sais pas si c'est. Eh si, c'est bien Larry Page. Pardon, moi je vais plutôt être en mode de commenter dans le chat à tes questions, Thomas. Ah, mais alors je vois pas le chat. Ah oui, pardon, ok, donc du coup, je préfère faire comme ça, mais tu voulais peut-être qu'on ouvre les micros. Bah, alors, ah bah ça y est, si, en fait, bon, je vois comment voir le chat, c'est bon. Et le O, non, il n'est pas irlandais. C'est pas Larry O. Page. C'était Larry Page, évidemment. Et donc la personne qui est à côté s'appelle John Doerr. Alors assez intéressant, la personne de droite en fait a travaillé avec Andy Grove chez Intel au démarrage. Et donc bah, il a vu toute la puissance des méthodos de management, de la stratégie qu'avait développé Andy Grove chez Intel. Et donc quelques années plus tard, il s'est retrouvé à investir. C'est un des premiers investisseurs de Google. Donc je pense qu'il il a eu une bonne idée d'investir à cette époque-là, puisqu'ils étaient moins de 10 personnes. Et puis quand il est arrivé en tant qu'investisseur, bah, il leur a dit, moi je peux vous proposer quelque chose pour vous aider, c'est de mettre en place une méthode justement d'activation de votre stratégie pour vous aider à aller plus vite et à croître et à atteindre du coup des sommets avec votre boîte. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Les deux fondateurs, Larry et Sergey Brin, ont dit OK, bah, accompagnez-nous là-dessus. Ils ont mis en place cette méthode, ils s'en sont emparés complètement. Et depuis, bah, ils ne s'en sont pas séparés, puisque c'est la méthode de travail aujourd'hui qui est utilisée au quotidien dans toutes les équipes de Google. Et c'est ce qui a permis du coup de la démocratiser auprès d'un grand nombre de startups. Je vous mettrai aussi un petit lien vers une vidéo dans laquelle Google explique comment est-ce qu'ils la mettent en musique chez eux au quotidien. Voilà, alors lui, vous ne connaissez peut-être pas, mais il s'appelle Peter Drucker. C'est le théoricien du management by objectives, du management par objectif, qui est un peu l'ancêtre des OKR. C'est intéressant de vous expliquer un petit peu la genèse de tout ça. Le principe du management par objectif, c'était déjà une révolution à l'époque, hein, parce que là, on est dans les années 50-60, c'était de se dire, bah, en fait, euh, on va construire des objectifs pour l'entreprise, et puis ensuite, on va les découper en petits objectifs, secteur par secteur, secteur d'activité par secteur d'activité, service par service. Et puis, on va déployer ça pour essayer de donner du sens en fait dans le travail qu'accomplissent les employés. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah, OK, c'est quoi les objectifs de la boîte là pour cette année? Et puis ensuite, on dispatche tout ça au niveau de chacun des services. Alors, c'est pas mal. Ça a apporté une grosse plus-value sur pas mal d'entreprises. Ça a quand même une limite. Souvent, c'est une méthodologie qui manque d'animation, c'est-à-dire qu'on fait ça une fois par an. C'est tellement un gros besoin que on ne repasse pas tous les mois là-dessus. Or, bah, fixer des objectifs sur une année complète, ça crée du coup beaucoup d'inertie. Et puis, il se passe plein de choses dans l'année qui font que bah, des fois, on a besoin d'ajuster un petit peu la stratégie. Donc, c'est pas forcément très souple et très agile. Ça a un côté qui est très descendant, c'est-à-dire on part du haut, on définit les objectifs de la boîte et puis après on découpe ça et on dispatche ça en cascade. Et du coup, bah, ça crée des silos, c'est-à-dire on va dire bah, l'objectif pour le service marketing, c'est ça, l'objectif pour le service production, c'est ça, etc. Et puis, bah, on ne fait pas de passerelle entre tout ça. Et puis, c'est des objectifs qui sont des fois un peu subis, c'est-à-dire que bah, les employés, les collaborateurs se retrouvent avec un objectif qui finalement est une déclinaison d'un objectif, qui est lui-même une déclinaison d'un autre objectif, etc.
Et donc, on se retrouve avec des choses qui perdent un peu de sens. Et donc, l'idée d'Andy Grove, c'était de prendre les bonnes choses qu'il y avait dans cette idée de management par objectif, mais d'essayer de le convertir en quelque chose qui soit plus puissant, qui soit plus impliquant et dans lesquels les salariés se retrouvent plus facilement. Et donc, c'est comme ça qu'il est passé du management par objectif aux OKR. Alors, le management par objectif, on s'occupe du quoi, mais on ne s'occupe pas tellement du comment. Les OKR, on va s'occuper du quoi et du comment. C'est-à-dire qu'on va déterminer les objectifs, mais on va aussi déterminer comment est-ce qu'on va mesurer, comment est-ce qu'on va faire en sorte d'atteindre l'objectif. Le management par objectif, on est sur quelque chose avec un rythme annuel, ce qu'on retrouve encore dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire, vous avez souvent la réunion de janvier où on présente à tous les salariés les objectifs pour l'année, le plan annuel. Et puis après, on se revoit en janvier l'année suivante. Il y a eu un tiers qui a été fait finalement par rapport au plan annuel de l'année précédente parce qu'il s'est placé des tonnes de trucs. Et puis finalement, ça ne s'anime pas beaucoup, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Les OKR, par contre, on va être sur des choses qui vont être trimestrielles, voire mensuelles. On va avoir un suivi beaucoup plus fin de l'atteinte des objectifs. Le management en objectif, on est souvent en privé, en silo, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément communiquer sur les objectifs des uns des autres. Et du coup, ça crée ces fameux silos qui font que on n'arrive pas à créer les collaborations pour atteindre des objectifs un peu plus ambitieux. Alors que sur les OKR, on est sur quelque chose qui va être public et transparent. Ça, c'est un des gros points forts de la méthode, c'est de partager l'information avec tout le monde. Si vous allez chez Google, tout le monde sait quels sont les objectifs de chacun des services de l'entreprise. Et du coup, tout le monde y a accès et peut se raccrocher à ça pour savoir si ce qu'il va faire est cohérent par rapport aux objectifs que se sont fixés les autres. On est sur quelque chose qui est plutôt montant ou latéral dans le cas des OKR. On va voir comment ça fonctionne, mais l'idée, c'est on fixe les objectifs tout en haut et ensuite chacun va contribuer, va réfléchir à comment est-ce qu'il peut contribuer, lui, à son niveau pour pouvoir atteindre les objectifs. Contrairement au management par objectif où on va décliner ça en cascade. On va le décorréler de la rémunération. Le principe des OKR, c'est qu'on n'associe pas l'OKR à l'atteinte d'une rémunération. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est vraiment de construire une mécanique d'équipe autour d'objectifs et non pas un incentive individuel sur l'atteinte d'objectifs. Et puis, on va pouvoir du coup définir des objectifs qui vont être plus agressifs et plus ambitieux que par rapport au MBO, puisque si vous le décorrélez de la rémunération, du coup, vous allez inciter les gens à prendre plus de risques et à essayer de se dépasser pour atteindre les objectifs. Alors, quelques stats intéressantes. J'ai pas mis les sources, mais il faut que je les rajoute. On a à peu près 95 des employés qui ne connaissent pas la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est assez courant. Si vous allez voir des salariés, vous leur demandez c'est quoi la stratégie de l'entreprise ou c'est quoi les objectifs stratégiques là, pour l'année. Dans 9 cas sur 10, les gens ne savent pas. Même les cadres intermédiaires, 45%, n'arrivent pas à nommer une seule des priorités de l'entreprise. Et ça, c'est assez grave quand même, hein, parce que ça veut dire qu'on a souvent un dirigeant d'entreprise qui se casse la binette avec son codir à essayer de définir une stratégie. Ils vont y passer des jours entiers à faire des séminaires sur le sujet. Et puis au final, quand on va interroger les équipes, personne ne sait en fait quelle est cette stratégie. Ou en tout cas, un mois après le pot de lancement, c'est complètement oublié. Et on a 9 entreprises sur 10 qui déclarent ne pas arriver à mettre en œuvre leur stratégie. On arrive souvent à la définir, c'est-à-dire construire éventuellement une vision, savoir comment est-ce qu'on va atteindre cette vision, etc. Ça, au niveau d'une équipe de direction, on arrive à le faire. Mais après, là où ça bloque, c'est sur l'exécution de la stratégie. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer les équipes et pour que les équipes soient moteurs dans l'exécution de cette stratégie? Donc face à ça, la méthode OKR, elle va avoir plusieurs super pouvoirs. Alors le premier, ça va être le focus et l'engagement. Alors le focus parce qu'on va se concentrer sur les choses qui vont être vraiment les plus importantes pour l'entreprise. Et on ne va pas se disperser. Des OKR, on ne va pas en définir 15 milliards. Au niveau de la direction, on va en définir 3. Ça va être le maximum généralement. Et c'est ça qui va driver les équipes pour fixer le cap et fixer vraiment les priorités. Ça va permettre d'engager les équipes là-dessus. Alors, c'est exigeant parce que du coup, ça oblige les dirigeants à faire ce travail régulièrement, de se dire, OK, c'est quoi la priorité là
pour les mois qui viennent, pour les 3 mois qui viennent ou pour l'année qui vient. Et donc, ça demande un travail fort et un engagement fort aussi de l'équipe de direction pour pouvoir fixer le cap régulièrement. Le deuxième super pouvoir, c'est l'alignement et le travail en équipe. Alors, la notion d'alignement, c'est de s'assurer que, en fait, tous les salariés, ils vont tirer dans le même sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un service qui se préoccupe de ses objectifs à lui et qui ne sont pas forcément en lien avec les objectifs d'un autre service. Là, on fixe des objectifs communs à toute l'entreprise et tout le monde va devoir ramer dans le même sens. Et ça va favoriser le travail en équipe puisque ce dont on se préoccupe, c'est des objectifs de l'entreprise et ce n'est pas de l'objectif service par service. Les objectifs d'un service vont être liés directement aux objectifs, aux OKR de l'entreprise. Et donc, on va pouvoir aussi créer du coup du travail en commun et de la synergie entre les équipes. Le troisième super pouvoir, c'est le suivi. C'est une méthode où on va mesurer. La notion de key result, elle est hyper importante puisqu'on va se fixer l'objectif, mais on va fixer aussi les indicateurs de mesure qui vont nous permettre de savoir si on atteint l'objectif. Et on va avoir un travail assez obsessionnel pour mesurer en permanence où est-ce qu'on en est par rapport à notre objectif. Et puis le quatrième super pouvoir qui est hyper intéressant, notamment pour des startups qui ont l'ambition de scaler assez fort, ça va être le surpassement. En fait, on va faire exprès de fixer des objectifs très ambitieux et on va faire exprès de fixer des key results aussi très ambitieux et on va se dire dès la mise en place de la méthode que l'objectif, ce n'est pas d'atteindre 100% du key result. Si on atteint 70%, c'est très bien. Mais cette méthode-là de fixation des objectifs, elle va nous permettre de faire en sorte que les gens se dépassent. Et ça va aussi nous pousser, en tant que manager ou en tant que dirigeant, à essayer de définir les bons key results, les bons objectifs pour justement pousser les équipes à se surpasser. Alors, si je vous pose la question, là, si on se fait un petit tour de visio rapidos, où est-ce que vous souhaitez emmener votre entreprise dans les 5 prochaines années? Et c'est quoi vos 3 objectifs principaux, vos 3 ambitions pour l'année 2024? Est-ce que vous savez me répondre? Moi, je pense que oui, parce que je suis en plein exercice de BP, donc forcément, tu vois, ça, ça aide. Très bien. Tu veux nous les partager? Bah, je vais faire la version très résumée, mais je pense que pour l'année 2024, déjà, l'objectif, c'est de réussir à avoir des premiers clients qui signent, premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'entamer le développement de la plateforme finale. Donc juste pour le contexte, je travaille sur un simulateur d'impact pour les projets d'investissement public. Et troisième objectif, faire le premier recrutement. Donc ça, c'est pour l'année 2024. Et dans 5 ans, c'est d'être incontournable sur les sujets d'éclairage public et d'avoir développé au moins 2 ou 3 autres types d'investissements dans la plateforme. Ok, super, super intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lancer? Bonjour Thomas. Bonjour Thibaut. Alors plutôt sur 2024, je dirais atteindre un parc client qui permet de faire ma preuve de marché. Ouais, Finaliser la V2 avec l'agence de dev avec laquelle je travaille. Donc il va y avoir effectivement une V2 qui répond bien aux besoins de mes clients. Sur le troisième objectif, ça va être sans doute trouver du financement pour effectivement les années à venir. Après 5 ans, pour moi, c'est beaucoup trop. Je suis pas là, mais déjà sur 2024, ces 3 objectifs, ça me paraît déjà pas si mal, hein. ok. C'est très bien. C'est très bien. Et déjà, c'est top parce que souvent, quand je pose cette question-là, les gens ont du mal à répondre. Et donc, déjà, si vous avez une vision assez claire là-dessus, c'est hyper intéressant. Alors, l'OKR, comment ça va fonctionner? Déjà, on va faire fonctionner ça en deux parties. D'abord, un OKR, c'est deux choses. C'est un objectif. Alors, quand on parle d'objectif, le terme français qui se rapprocherait mieux de la définition, c'est plutôt le terme d'ambition.
le terme d'objectif. Le terme d'objectif, il peut être un peu trompeur puisqu'on associe souvent l'objectif à quelque chose de chiffré ou de mesurable, de smart, alors que dans la définition de l'OKR, la partie objectif n'est pas smart. La partie objective, elle a plutôt pour objectif de définir ce qu'on veut accomplir d'important. Et donc, on va essayer de formuler ça de manière ambitieuse, inspirante, quelque chose qui va avoir de l'impact, qui va être mémorable. L'enjeu aussi, c'est que les équipes, les gens avec qui on travaille s'en souviennent facilement, que ce soit marquant. Et puis, ça doit aider à prendre les bonnes décisions au quotidien. C'est-à-dire, quelqu'un qui doit réfléchir à savoir si il accepte ou pas de prendre une mission, une tâche, etc., il va pouvoir s'y référer en se disant, OK, est-ce que ça rentre dans l'ambition de l'entreprise sur les 3 mois qui viennent? Si ça rentre pas, du coup, ça va lui permettre de savoir s'il faut le prioriser ou le déprioriser. La notion de key result, donc là, c'est comment est-ce qu'on va mesurer la progression vers l'objectif. Quel est le jalon mesurable? Donc ça va être limité dans le temps. Là, on va se rapprocher de quelque chose qui va être un peu plus smart, même si on va tordre un petit peu la notion d'atteignable, puisqu'on va essayer de fixer du coup une valeur qui sera presque inatteignable. Et puis, ça va nous permettre d'évaluer la réalisation de l'objectif. Donc, si je vous donne un exemple, si ma vision, c'est d'être identifié sur la région Pays de la Loire pour l'appui à l'innovation auprès des startups early stage, mon objectif peut être de devenir l'agence d'innovation la plus visible sur LinkedIn à l'échelle des Pays de la Loire. Ça, c'est un bon objectif parce que c'est quelque chose d'assez ambitieux et c'est quelque chose qui va marquer, sur lequel je vais pouvoir me reporter assez facilement. Et en dessous, je vais pouvoir décliner des key results. Donc les key results, ça va être, je vais me poser la question de comment est-ce que je vais pouvoir mesurer que pour moi, cet objectif est atteint. Donc, comment est-ce qu'à un moment, je vais pouvoir me dire, OK, je suis devenu l'agence d'innovation la plus visible sur LinkedIn à l'échelle des Pays de la Loire. Ça va être, si j'ai dépassé peut-être les 5000 abonnés, si j'ai généré sur 3 mois 100 000 vues de mes posts et que j'ai augmenté mon taux de 50% d'engagement sur mes posts. C'est des exemples de key results. C'est pas, c'est des exemples fictifs. Mais vous voyez la mécanique? Donc l'idée, on fixe un objectif qui va être quelque chose d'assez ambitieux, de marquant, qui va impacter. Et en dessous, on va se poser la question, comment est-ce que je peux mesurer que j'atteins cet objectif-là? Le défaut qu'on peut avoir souvent quand on démarre sur cette méthode-là, c'est de mélanger un peu les deux. C'est-à-dire que l'objectif, on va le formuler finalement, c'est presque un key result, c'est presque un moyen de vérifier. Alors que il faut que ça reste quelque chose, plutôt une ambition. C'est presque, on est à cheval entre la vision et le résultat. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer le key result? Donc, le key result, on va mettre une échelle de mesure entre 0 et 1. Alors, entre 0 et 1, pourquoi? Parce que c'est assez facile à mesurer finalement, mais ça pourrait être entre 0 et 100, ça ne change pas forcément grand-chose. L'idée, c'est de se dire, alors, sur l'échelle, 1, c'est une cible qui est ambitieuse, mais qui va être presque impossible à atteindre. Le 0,7, c'est ce qu'on espère réaliser, qui va être difficile, mais c'est réalisable. Le 0,5, c'est ce qu'on espère atteindre, mais pas tout à fait. C'est presque ce qu'on espère atteindre, mais pas tout à fait. Le 0,3, c'est ce qu'on peut atteindre avec un minimum d'effort. Puis le 0, on n'a fait aucun progrès. Et du coup, là, il s'est passé quelque chose, donc il faut aller creuser. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été atteint? Mais ça va être important dans la définition du key result de se dire, en fait, il faut que j'arrive à mettre le curseur un petit peu plus loin que ce que je pense être capable d'atteindre finalement en faisant ça comme je l'aurais fait habituellement. Et puis derrière ça va découler la notion d'initiative. Et donc la notion d'initiative, ça va consister en fait à se dire qu'est-ce que je mets en place comme action pour atteindre mes key results. Les key results, ce n'est pas des plans d'action. Le key result, c'est le résultat clé qu'on cherche à atteindre. L'initiative, ensuite, ça va être l'action qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre ces key results. Donc, dans mon cas, par exemple, publier 5 posts par semaine pour avoir un impact sur le résultat clé, générer 100 000 vues.
Alors, la grande différence entre OKR et KPI. Donc, souvent, on fonctionne en KPI. Alors, les KPI, ils sont super intéressants et sont très complémentaires des OKR. Quand vous managez une équipe ou un service, vous allez avoir des tâches un peu récurrentes à faire qui vont correspondre à des KPI. Donc, si vous avez par exemple un service commercial à piloter, bah, vous allez avoir des KPI associés au nombre de leads peut-être, au taux de transformation, au taux de conversion, etc. Ça, c'est votre activité, le cœur de votre activité quotidienne presque. Et donc ça, vous allez la monitorer avec des KPI. Le KPI, ça va être le thermomètre en fait qui vous permet de savoir si votre activité se déroule comme prévu ou est-ce qu'il y a une dérive à un certain moment par rapport à ce qui était prévu. On est sur la mesure du résultat d'un processus, d'un projet qui est déjà en place. Et puis on est plutôt sur un outil d'évaluation de la performance. Donc là, on va plutôt s'occuper du pilotage opérationnel. L'OKR, on va avoir quelque chose qui va être plus agressif. On va essayer d'atteindre 70% de la valeur du résultat du KR. On va essayer de se donner plus de profondeur. Ça va être directement lié à la vision. Et on va être plutôt sur des choses qui vont essayer de transformer l'entreprise, de l'impacter fortement. Donc quand on est en création de start-up, on est beaucoup plus sur des OKR finalement que sur des KPI, puisqu'on n'a pas encore de process en place, il n'y a rien qui est rodé, il n'y a pas de processus commercial, etc. Donc on va plutôt travailler sur de l'OKR. Quand on est sur de l'entreprise un petit peu plus établie, bah, on va pouvoir piloter son activité quotidienne au travers de KPI et ajouter une couche d'OKR, en fait, qui vont permettre, eux, de donner une impulsion sur la transformation de l'entreprise, ce qui va permettre d'activer, du coup, la stratégie de l'entreprise. Et donc, on va essayer d'équilibrer ensuite les efforts des salariés entre les deux. Se dire, bah, peut-être, mes salariés, il faut qu'ils consacrent 60% de leur activité plutôt sur le process quotidien, etc. Et puis 40% sur la partie OKR, sur la transformation de l'entreprise. Et donc tout ça, on va pouvoir le diffuser sur tous les services, y compris les services support. Donc souvent, les services support se disent, bah, Zoker, c'est pas vraiment pour moi parce que moi, je suis sur le service finance et donc bah, moi, j'enregistre les factures, je paye les salaires, etc. Mais la partie OKR ne me concerne pas vraiment. Bah si, parce qu'en fait, sur la stratégie que va se définir l'entreprise, sur sa vision, sur les ambitions, bah, il va y avoir sans doute des objectifs qui vont impacter tous les services transverses, sur lesquels les services transverses vont pouvoir être moteurs, eux aussi, dans l'atteinte des objectifs. Et donc, bah, en fait, l'idée de l'OKR, c'est de pouvoir impliquer toute l'entreprise de manière très, très transverse. C'est surtout pas réservé à une équipe projet ou à un silo de l'entreprise. Alors, le préalable pour travailler sur des OKR, bah, déjà, c'est d'avoir une mission et une vision claire. Donc, la mission, c'est ce que l'entreprise fait, ce qu'elle propose. Et souvent, bah, c'est pas toujours très, très clair. Si ça, c'est pas clair, bah, derrière, tout ce que vous allez construire en termes de stratégie va être un peu de guingois. Et la vision, bah, c'est l'ambition de l'entreprise. C'est où est-ce qu'on veut amener l'entreprise à 3 ans, à 5 ans. Euh, Si vous n'avez pas de vision, ça va être très compliqué de construire une stratégie. Donc souvent, quand on démarre un chantier OKR, bah, la première des choses qu'on va essayer de stabiliser, c'est ces deux notions-là, de mission et de vision, pour s'assurer que bah, déjà, on a ces éléments-là auxquels se raccrocher. Et puis ensuite, on va fonctionner avec deux types de cycles. Un premier cycle qui va être un cycle stratégique, qui va être un cycle un peu plus long. Donc là, on va fixer des OKR sur une durée de 6 à 12 mois. On va essayer de les aligner sur l'ambition de l'entreprise. Donc des OKR stratégiques, on va les fixer peut-être une fois par an, mais on va essayer de se donner de la profondeur par rapport à la trajectoire qu'on imagine pour l'entreprise. Et on va ajouter des cycles tactiques, qui sont les principaux cycles OKR, où là, on va travailler sur des cycles qui vont faire entre 1 et 4 mois. Généralement, on les fixe à 3 mois, mais ça peut être 3 mois ou 4 mois. Et dans lesquels on va toujours avoir les mêmes étapes. Une étape de planification, où là, on va se mettre d'accord sur quels sont les 2, 3 objectifs qu'on se fixe, comment est-ce qu'on y associe des key results. Une étape de pilotage. Donc, si on a un cycle de 3 mois, ben, on va peut-être faire des jalons toutes les 15 jours ou toutes les 3 semaines pour s'assurer de l'atteinte des key results.
et vérifier qu'il n'y a pas de, il y a pas de dérive ou qu'il y a d'autres chantiers à mettre en place pour pouvoir les atteindre si jamais on est un peu en dérive. Et puis une phase de clôture, où là, on va faire un peu une rétrospective de ce qui a été fait sur le cycle OKR, puis se dire, OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que finalement nos OKR, ils étaient bien calibrés ou pas, est-ce qu'ils étaient suffisamment ambitieux, est-ce que finalement, si on a atteint tous nos OKR à 1, finalement, ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas mis le curseur assez haut, et donc il faut que sur le cycle suivant, on revoie un petit peu la façon dont on calibre les key results. Donc on va passer par cette étape-là avant de repasser du coup sur une étape de planification des key results et des OKR suivants. Pour ceux qui connaissent un peu la méthode agile, finalement on retrouve un peu les mêmes mécanismes, hein. On planifie, on met en œuvre, on suit, et puis après on fait des rétrospectives avant de refaire la planification suivante. Donc le déploiement stratégique, en fait, va fonctionner de la manière suivante. La direction va définir les OKR stratégiques et tactiques pour l'entreprise. Donc, comment ça va fonctionner? On va se réunir en comité de direction avec l'équipe de direction. Ça peut durer une journée, une demi-journée, une journée, voire 2 jours. Et on va se dire, sur la période qui nous intéresse, c'est quoi les 3 objectifs principaux pour l'entreprise? Qu'est-ce qu'on souhaite que l'entreprise atteigne comme ambition? Et on va définir les key results qui nous intéressent par rapport à ça. Une fois qu'on va avoir fait ça, au niveau de la direction, ensuite, on va les communiquer à toutes les équipes. Et chacune des équipes, ensuite, va se mettre en mouvement pour dire, moi, à mon niveau, au niveau de mon service, de mon équipe, voilà comment est-ce que je peux contribuer aux OKR stratégiques de l'entreprise. Donc l'idée, ça ne va pas être de décliner, de découler ça en cascade en imposant ça aux équipes, c'est plutôt d'impliquer les équipes pour se dire, voilà, la direction a défini comme OKR, par exemple, j'en sais rien moi, de devenir leader sur tel segment de marché sur l'année qui vient. Moi, au niveau de mon équipe marketing, comment est-ce que je peux contribuer à ça? Peut-être que je peux contribuer à ça en me fixant un objectif, par exemple, d'améliorer ma notoriété auprès de cette cible-là. Et donc ensuite, là, je vais mettre 3 key results qui vont être associés à ça, à cet objectif-là, à cette ambition-là. Et puis ensuite, on va décliner ça dans tous les services. C'est-à-dire, chaque service, chaque équipe va se poser la question de comment est-ce que je peux contribuer à ça. Et du coup, comment est-ce que je construis mes propres OKR qui vont me driver au niveau de l'équipe. On peut descendre presque jusqu'à l'individu. Certains le font, c'est-à-dire certains définissent des OKR individuels en fait, qui vont s'inscrire dans tout ça. D'autres restent au niveau de l'équipe. Moi, je suis plutôt partisan de rester au niveau de l'équipe parce qu'après, quand on découpe trop ça au niveau individuel, déjà ça devient très lourd et puis ça fait perdre le côté collaboratif qui est intéressant dans la méthode. Mais on peut finalement décliner tout ça. Mais le principe de la déclinaison, c'est que c'est la personne, finalement, c'est celui qui fait, qui sait. Et donc, c'est le faiseur, c'est celui qui est opérationnel, qui va pouvoir dire, moi, pour aider l'entreprise à atteindre ces objectifs-là, voilà ce que je pense le plus pertinent à mettre en œuvre. Et voilà comment est-ce que je vais le mettre en œuvre sur les 3 mois qui viennent et comment est-ce que je vais mesurer que ça fonctionne. Donc, si on prend par exemple améliorer notre part de marché sur le segment des ETI, ça c'est un objectif de la direction. Donc là, on va mettre en key result 10 nouveaux contrats ETI et un taux de renouvellement par exemple de 90%. Là, le marketing, lui, va se poser la question et donc il va se dire, moi, ça va être un des OKR que je vais mettre en place, ça va être de développer notre notoriété auprès des ETI. Et donc là, je vais le mesurer avec des key results qui vont être générer 100 contacts ETI en inbound et générer 200 leads ETI en outbound, par exemple. Et sales, ça va être améliorer notre process de transformation, convertir 40% de leads en démonstration et convertir 30% des démos produits en clients. Et puis sur le Customer Success, améliorer l'onboarding client, donc atteindre un taux de satisfaction post-onboarding de 90%. Et en fait, tout ça va contribuer à l'objectif principal de la direction. Mon taux de renouvellement de 90%, il ne pourra être atteint que si l'onboarding se passe bien et si du coup j'ai un bon taux de satisfaction derrière. Donc le Customer Success, lui, a identifié que ça, c'était vraiment prioritaire pour permettre à l'entreprise d'atteindre cet objectif-là et du coup d'atteindre ce key result qu'on a défini dans l'objectif.
Donc, pour que ça marche bien, la méthode OKR, on va définir plusieurs rôles et responsabilités. Alors, les rôles qu'il va y avoir, déjà, le rôle le plus important, c'est le sponsor exécutif. Une bonne méthode OKR ne fonctionne que si la direction, une personne de la direction, voire le directeur, est pleinement impliqué et convaincu du bienfait de la méthode. Si ça n'est pas le cas, ça ne marchera pas. Alors, il y a des services, des fois, qui fonctionnent un petit peu en îlot isolé et qui se disent, tiens, je vais mettre en place des OKR, moi, à mon niveau de mon service, ça peut fonctionner. Mais si on veut que ça ait un impact vraiment sur l'entreprise en général, sur sa stratégie, il faut qu'il y ait forcément un sponsor exécutif. Ensuite, il faut qu'il y ait un champion OKR. Le champion OKR, c'est lui qui va être là pour animer la méthode OKR au sein de l'entreprise. Il va être là pour mettre en œuvre le programme, la gouvernance et le pilotage opérationnel. Donc s'assurer que chaque équipe met en place les routines qui vont permettre de les définir, de les mesurer, de faire les rétrospectives. Donc ça va être un petit peu lui le chef de chantier OKR qui va faire que le programme va réussir et va diffuser dans toute l'entreprise. Et puis ensuite, sur chaque OKR, on va avoir un responsable OKR. On associe un OKR à une personne qui va en être responsable. Alors, cette personne responsable, elle va être responsable de l'alignement des résultats, c'est-à-dire de s'assurer que l'OKR qu'on va définir à un niveau, finalement, il est cohérent et il va bien nourrir l'OKR principal de l'entreprise. Il va faire les revues en cours de cycle et les revues en fin de cycle. Et puis, il va aussi piloter le budget. C'est-à-dire qu'associé à un OKR, souvent, on va avoir une ligne budgétaire, puisque pour atteindre certains objectifs, il va y avoir besoin de consommer des ressources. Et donc, c'est lui qui va piloter ça. Puis ensuite, on peut avoir des responsables par résultat clé qui vont être en charge de la mise à jour des métriques et de l'alignement des initiatives. Donc, quand on est tout seul, on est les quatre à la fois. Et puis quand on est en petite équipe, c'est pareil, finalement les rôles se mélangent un petit peu. Et puis ça, c'est l'architecture, quand on commence à être sur une grosse équipe, sur une grosse entreprise, on retrouve un peu ces différents rôles au sein de l'entreprise. Et donc le process de mise en place, on va retrouver, donc si on est sur un cycle stratégique annuel, par exemple, on va faire une fois par an le bilan des OKR de l'année N-1, on va définir les OKR de l'année N, et puis ensuite on va construire les cycles tactiques sur lesquels on va définir les OKR du cycle tactique 1, 2, 3, 4. Et dans chaque cycle tactique, on fera à la fin du cycle tactique le bilan des OKR du premier trimestre et puis la définition des OKR du deuxième trimestre en fin de premier cycle, etc. De manière finalement perpétuelle. Et on peut ajuster la dimension des cycles en fonction de son mode de fonctionnement, de son organisation. Il n'y a pas de... Là-dessus, chaque entreprise finalement adapte un petit peu la méthodologie aussi à ses pratiques. Ça peut être aussi associé à une saisonnalité. Quand on a une forte saisonnalité dans l'entreprise, des fois on calibre les cycles par rapport à ça. Donc voilà, l'idée c'est de l'ajuster. C'est vraiment une méthode qui est très itérative. C'est-à-dire que en fait, on va commencer à la mettre en œuvre au niveau de la direction et puis peut-être au niveau d'un service ou d'une équipe produit ou projet. Et puis petit à petit, on va la déployer sur d'autres équipes. C'est pas quelque chose, c'est pas du binaire. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, on dit tiens, on met en place les OKR et toute l'entreprise passe aux OKR. Ça va être quelque chose qu'on va mettre en œuvre de manière un peu progressive et très itérative, c'est-à-dire d'un cycle à l'autre, à chaque fois, on va se poser la question de finalement, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, est-ce que nos OKR ils sont bien formulés ou pas, et petit à petit, en fait, l'entreprise va s'améliorer, s'emparer de la méthodologie et progresser. Et finalement, on trouve des impacts qui sont assez puissants, assez rapidement. Au bout du deuxième, troisième cycle, déjà, on voit l'impact sur les équipes, on voit des réflexes qui se mettent en place, on voit des mécaniques de collaboration qui se mettent en place qui sont super intéressantes. Donc, ce n'est pas forcément très long à mettre en œuvre. Ce n'est pas une méthodologie très complexe en soi. Mais par contre, elle est pleine de petites subtilités qui fait que on peut parfois un petit peu se perdre dedans, mais il faut garder toujours cette logique d'itérative. C'est-à-dire qu'il faut se dire, en fait, je vais m'améliorer, je vais commencer, et puis de cycle en cycle, on va être de mieux en mieux sur le déploiement de la méthode. Et un point important, ce n'est pas une méthode qui vient en plus de ce qu'on fait habituellement. On a souvent la question de oui, mais j'ai déjà des tonnes de réunions dans tous les sens, etc. Donc ça me rajoute des réunions encore en plus. Non,
justement, l'objectif, c'est que quand on met en place cette méthode-là, comme ça permet à chaque employé de savoir quel est son rôle dans la stratégie de l'entreprise, bah, en fait, on va plutôt diminuer le nombre de réunions. On va avoir besoin de moins de réunions pour aligner les gens, pour les coordonner, etc., puisque les gens vont savoir dans quoi ils inscrivent leurs actions. Donc, ça va être plutôt une méthode qui allège les réunions, en tout cas les temps communs qu'on peut avoir en entreprise, mais qui les rend plus efficaces. Donc, ce n'est pas un truc en plus, c'est plutôt un truc de mieux de la façon dont on a de fonctionner. Alors, quels outils on peut utiliser pour la mise en place de ces méthodes-là? Alors, si vous utilisez Notion, moi je trouve ça hyper pratique parce que vous avez même un template Notion OKR qui est gratuit, qui est intégré directement dans Notion et donc qui vous permet de définir vos objectifs, les key results associés, d'avoir tout de suite les petites barres de mesure, les trimestres sur lesquels vous mettez en place les objectifs. Après, vous pouvez les ajuster si vous travaillez sur des quadrimestres ou sur des trimestres. Donc, c'est vraiment l'outil hyper simple. Et comme, il ne faut pas l'oublier, l'objectif de la méthode OKR, c'est aussi d'avoir quelque chose qui est partagé, ce qui est très transparent pour toutes les équipes. Donc, l'enjeu, c'est que vraiment tout le monde puisse avoir accès à tous les OKR de tout le monde. Ben, Notion s'y prête assez bien. Vous allez retrouver un endroit centralisé sur lequel vous pouvez partager l'information avec toutes les équipes. Euh, donc c'est plutôt efficace. Après, vous pouvez utiliser, alors certains démarrent avec Excel, hein, Excel ou Google Sheets, ça fonctionne aussi. C'est un peu plus compliqué du coup pour le partage des informations des fois, donc, mais ça peut fonctionner très bien. Puis il y a Airtable aussi qui peut fonctionner aussi très bien là-dessus, qui s'y adapte. Il y a même un template Airtable OKR, donc si vous êtes plutôt Airtable que Notion, vous pouvez aussi utiliser ça. J'ai mis là dans la présentation un lien vers un template qui a été fait par la team Kumbu, qui est pas mal aussi. Moi, je ne l'utilise pas forcément parce que je préfère le template de base Notion, mais ça peut vous donner une idée de template. Et l'avantage de ce template-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur la méthodo. Donc, quand vous avez besoin de communiquer auprès des équipes pour la mettre en place, bah, finalement, vous avez déjà un support d'information en plus des templates de suivi. Et donc, les petits écueils à éviter, bah, cette méthode-là, ça ne s'intègre pas bien si le mode de management n'est pas adapté. Si vous êtes sur un fonctionnement très directif en termes de management, vous aurez du mal à mettre en place une méthode OKR, puisque le principe même de la méthode OKR, c'est que bah, c'est les collaborateurs qui définissent leurs objectifs pour nourrir les objectifs de l'entreprise. Donc le mode top-down ne fonctionne pas, le mode directif ne fonctionne pas, le mode participatif un peu, mais il faut aller vers des modes de management un peu plus avancés. Le risque aussi, c'est la perte de rythme. La méthode OKR, c'est donner du rythme dans l'application, dans l'exécution de votre stratégie. Donc il ne faut pas le faire en disant on va le faire une bonne fois pour toutes et puis après c'est bon. Non, il faut se dire, bah, en fait, on met en place un processus, une manière de travailler maintenant sur la stratégie. Et il faut absolument s'imposer ce rythme, de dire, bah, voilà, j'ai mes OKR tactiques, c'est tous les 3 mois, tous les 4 mois. Et donc, on met en place cette rigueur qui permet de garder le rythme dessus. C'est ce rythme qui va permettre, du coup, d'atteindre des objectifs ambitieux. Donc ça, il ne faut pas le perdre. C'est pour ça que si vous n'avez pas de champion OKR dans votre structure, bah, vous risquez à un moment que ça se délite. Et donc, il faut avoir une personne qui anime ça, ou en tout cas qui est en charge l'animation de tout ça. Le manque de transparence, si vous faites des OKR en vous disant je continue à fonctionner en silo et je ne veux pas que tout le monde ait l'information de tout le monde, ça ne marchera pas. Cette méthode ne fonctionne que si elle est 100% transparente. Donc, si vous n'êtes pas prêt à donner de la transparence sur votre stratégie auprès de vos équipes, ça ne fonctionnera pas. Et puis, le lien direct avec la rémunération individuelle, ça, c'est aussi un écueil qu'il faut éviter. Si vous fixez des OKR individuels et que vous associez la rémunération à l'atteinte de ces OKR individuels, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer un fonctionnement très individualiste au sein de l'entreprise, avec des gens qui ne vont avoir pour objectif que d'atteindre leur key result à eux. Alors, du coup, ça nuit à la collaboration, donc ça va nuire à l'atteinte d'objectifs. Et l'autre inconvénient de ça, c'est que ça va pousser les gens à définir des key results pas très ambitieux. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, un bon key result, on n'arrive pas forcément à l'atteindre
Si on est à 70%, c'est très bien. Bah, du coup, si vous y associez une prime ou une augmentation, bah, en fait, les gens ils vont du coup avoir tendance à dire bah, moi, mon key result, je ne vais pas le mettre trop haut, comme ça, je suis tranquille, je vais l'atteindre et j'aurai ma prime derrière. Donc, ça va venir plutôt freiner l'ambition de l'entreprise. Donc, il vaut mieux pas le corréler. Si vous souhaitez en savoir plus, 2 livres que je vous recommande. Le premier, c'est le Measure What Matters de John Doerr. Donc, c'est lui qui est euh, c'est pas l'inventeur, puisque c'est plutôt chez Intel que la méthode s'est développée, mais c'est lui qui l'a formalisé, en tout cas qui l'a mis en musique, avec plein d'exemples hyper intéressants sur des boîtes, sur Netflix, Google, etc. Donc vraiment, c'est une mine d'or. C'est un livre à l'américaine, donc en plus, ça se lit, c'est hyper agréable à lire. Vous ressortez du bouquin hyper boosté, vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre ça en place. Donc ça, c'est super intéressant. Après, quand vous arrivez la mécanique, vous ouvrez le capot, vous voulez savoir bah, concrètement comment je fais. Je vous recommande la boîte à outils de la méthode OKR qui fonctionne assez bien, dans lequel vous avez des fiches clés qui vous permettent de dire bah, concrètement, voilà comment je mets ça en place finalement dans ma boîte. Mais les deux sont complémentaires. Si vous lisez la boîte à outils, ça ne vous fera pas vraiment rêver. Mais par contre, c'est très pratique et très pragmatique. Et l'autre, c'est plutôt l'inverse. Et puis un petit lien vers une vidéo Google aussi, où ils expliquent comment est-ce qu'ils ont mis ça en place chez eux. Ça, c'est hyper intéressant. Vous la retrouverez dans le template OKR qui est en lien un peu au-dessus. Donc là, si vous voulez en savoir plus et voir un peu comment eux fonctionnent là-dessus, vous apprendrez pas mal de choses et de petites subtilités. Voilà. Et puis sur cette méthode-là, bah, ce qui est important aussi, c'est de se faire accompagner. C'est difficile de trouver le bon rythme de déploiement au début, de définir ses premiers OKR. C'est pas forcément évident de savoir est-ce qu'on est bien sur un objectif, est-ce que ça c'est un bon key result, est-ce qu'il est suffisamment ambitieux, est-ce qu'il est bien formulé, etc. Il y a besoin de former les équipes. Il ne s'agit pas juste de dire tiens, on va changer de méthode de travail et puis allez-y. Non, il y a aussi un travail de pédagogie à faire auprès des équipes pour leur expliquer, leur donner du sens, qu'ils comprennent pourquoi est-ce que cette méthode-là, on souhaite la mettre en place et qu'est-ce qu'elle va apporter comme bénéfice pour eux aussi individuellement. Et puis il y a plein de petits pièges dans cette méthode qu'on ne voit pas forcément quand on la survole. Et donc, bah, c'est pas mal de se faire un petit peu superviser là-dessus pour se faire aider et pas tomber dans ces pièges-là.